Salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. Alors je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où en fait je vais vous expliquer concrètement ce que je fais quand je travaille. Et du coup je vous avais déjà un peu expliqué ma méthode de travail. J'utilise la méthode des Bingos, j'espère ne pas écorcher son nom. Donc en gros c'est la méthode de la répétition espacée. Donc ce monsieur a démontré que en revenant sur un cours, en répétant une information dans le temps, elle était plus ancrée dans le cerveau parce qu'elle utilisait différents types de mémoire. Je tiens quand même à faire une petite update. Je vous avais dit que je faisais J1, J3, J7, J14, J30. J28 ou J30, je sais plus exactement. Mais je vous avouerai qu'en fait, plus la charge de travail augmente et plus c'est compliqué de tenir ce rythme. Du coup, là, je suis passée à J1, J2, J7 et J30 et je trouve que c'est largement suffisant de revenir 4 fois sur un cours. Sachant que vous verrez que je ne reviens pas sur les cours de la même manière. Je tiens quand même à préciser que malgré le fait que je sois passée à 4 répétitions, il y a des moments ça m'arrive de ne pas réussir à tout faire car il y a les imprévus de la vie, des fois il y a stage, des fois il y a des cours, il y a des cours toute la journée. Quand tu reviens, tu dois apprendre un nouveau cours, tu ne peux pas forcément apprendre les anciens cours. Enfin bref, il y a forcément des trucs qui font que par moment je n'arrive pas à respecter exactement le planning de révision qu'il y a à faire et je ne m'en fais pas, je ne me prends pas la tête parce qu'en fait pour moi quand j'ai ce planning avec les cours à revoir c'est comme une feuille de route entre guillemets, mais je n'en fais pas une obsession, c'est-à-dire que ça me permet de voir ce sur quoi je dois revenir à tel temps, etc. Mais ce n'est pas grave si je n'arrive pas à les revoir, de toute façon je repasserai forcément dessus à un autre J, genre J30 ou J7 ou durant ma période de révision. Je tiens quand même à le préciser pour que vous ne vous sentiez pas surmené par cette méthode car c'est une méthode qui peut être assez prenante quand on arrive à une certaine période. Donc dans cette partie je vous parlerai de comment je traite un cours pour la première fois, le nombre de temps que ça me prend, etc. Ce que je mets en place sur mon bureau, bref mon organisation complète en gros. Et dans la prochaine vidéo, vous verrez comment je fais pour revenir sur les cours, comment je reviens sur les cours, est-ce que je lis vraiment tout le cours, est-ce que je lis la fiche, est-ce que je fais des exos, bref, vous verrez tout ça. Maintenant, c'est parti pour première partie. Avant de commencer, je vais quand même vous montrer mon bureau et mon organisation. Du coup, déjà, pour commencer, le bureau, c'est une table à manger que j'avais acheté 45 € à Ikea parce qu'en fait, je trouvais que les bureaux étaient trop petits et trop chers. Du coup, je me suis pas pris la tête. J'ai pris une table à manger. Là, j'ai un brouillon que j'ai... En fait, c'est un truc que j'ai acheté à Emma. Je vais vous montrer la nourriture. Je sais pas si vous voulez. Je ne l'avais même pas acheté 3 €. Donc voilà. Et en fait, c'est des feuilles A3. Donc c'est vraiment des grandes feuilles. C'est un brouillon. C'est pas des fiches. C'est vraiment un brouillon. Donc quand j'apprends un cours... Je note en même temps ce que je retiens, ce que j'ai retenu de la partie après avoir lu la partie, où j'ai réécrit les mots importants, ou même quand je reviens pour faire mes révisions, tout ce qui est J2, J7 et J30, des fois je fais une restitution de connaissances. Enfin voilà, c'est vraiment un brouillon, c'est pas un truc que je lis après. Ensuite, là, il y a surligneur et des feutres, pareil, ça je l'avais acheté, enfin c'était même pas 2 € à Carrefour. Et ils écrivent, ils surlignent bien, ils écrivent bien. Toujours de l'eau. Ma trousse, bien sûr ma tablette. Mais du coup ma tablette elle est en général là pour faire les sessions Study With Me. Donc là c'est mon bouquin de pédiatrie, donc c'est mon support. Ensuite là j'ai mon ordi, j'ai ma baffe pour toujours avoir de la musique quand je bosse parce que oui je bosse avec de la musique. Là j'ai mes post-it que j'avais également acheté à Carrefour, c'était le moins cher. Et là c'est c'est des marque-pages, voilà c'est pour faire ça. Du coup en général quand j'apprends un cours, en fait il faut le voir dans ce sens là. Quand j'apprends un cours, je sais exactement quel plateau, par exemple là c'est mort subite, direct, mort inattendue du nourrisson et mort subite, donc direct je tombe sur le cours. Donc c'est vraiment très pratique pour aller droit à l'essentiel. Là j'ai mis une petite extension où en fait il y a mon bouquin d'anatomie de physiologie qui est posé dessus et il est vraiment super, je le recommande. Toute la physio, c'est toute la natte et il est vraiment super et je l'ai acheté 56 €, donc pour ceux que ça intéresse il est moins cher que par exemple le Grace ou encore le Netter.
Et du coup là j'ai une petite extension que j'ai acheté 10 € à Ikea, où pareil c'est des post-it, des fiches Bristol pour faire des flashcards, mais en fait j'en fais plus, des surligneurs et puis ben voilà des petits trucs, des feuilles, des bouquins, enfin voilà. Donc vous avez vu l'organisation. Donc alors maintenant on passe à l'étape où on est prêt à apprendre le cours. Sur mon emploi du temps, j'ai vu que l'un des nouveaux cours que j'avais à apprendre par exemple c'était fièvre aiguë. Sur mon ordinateur, je sais déjà à l'avance combien de pages qu'il y a dans fièvre aiguë, mais je vais recompter avec vous. Donc alors dans fièvre aiguë, il y a 8 pages. En fonction des matières, en fonction de la complexité des cours, je prends un certain nombre de temps pour apprendre les cours quand je suis focus à fond dedans. En 1 heure, quand un cours est compliqué, je peux faire 3 à 4 pages. Quand il est plus facile, ça peut aller jusqu'à 8 pages en 1 heure. Donc ce cours-là, il y a 8 pages. Je sais que normalement, je dois l'apprendre en moins de 2 heures. Donc on va dire que c'est entre 1 heure et 1 heure et demie parce que avant de traiter le cours, je ne sais pas s'il est compliqué ou pas. En pédiatrie, il y a des cours qui peuvent être compliqués, d'autres qui peuvent être un peu plus simples. Donc je me mets toujours dans la moyenne. Ce cours-là, je me fixe un objectif de ne pas dépasser 2 heures pour le faire. C'est une approximation. J'ai tous mes équipements à ma disposition. J'ai mes surligneurs, j'ai mes feutres, j'ai ma règle, j'ai mes post-it à côté. Et là, j'ai activé l'application Flipped qui me permet de calculer le nombre de temps que je travaille. Donc en gros, c'est mon outil de productivité. En général, je l'utilise avec mon téléphone, mais je filme avec mon téléphone, du coup, je ne peux pas vous montrer, je le mets là. Du coup, j'active une séance d'1 heure, donc pendant 1 heure, je travaille à fond et ensuite je prends une pause de 10 minutes. Ça, je l'expliquais également dans une autre vidéo que je vous mets juste là. C'est la méthode Pomodoro. Cette méthode me permet de couper mes séances de travail parce qu'en fait, il y a des moments donnés, je suis fatiguée et ça sert à rien que je continue à lire et que je reste assise sur ma chaise. Donc, c'est mieux que je fasse des séances de travail, je suis focus, je me lève pour aller boire de l'eau, pour aller me détendre un peu et ensuite je reviens 5 minutes ou 10 minutes plus tard pour recommencer à bosser. Donc, c'est comme ça que je fais. Donc là, j'ai mon cours, j'ai activé mon truc de productivité, j'ai tout à ma disposition pour bosser. Je commence à bosser. Avant de commencer, je vous explique mon code couleur. Alors, tout ce qui est étiologie, facteur de risque et terrain, donc quand j'entends par terrain, si c'est une femme, les tranches d'âge, des fois on te dit entre 8 et 10 ans, tu as plus de chances de faire telle chose. Bref, en fonction de la pathologie, il y a une tranche d'âge qui est plus ciblée que d'autres. Du coup, tout ce qui est terrain, facteur de risque et étiologie, je le mets en bleu. Les symptômes, c'est tout ce qui est subjectif, ce que le patient te reporte. Et les signes cliniques, c'est tout ce qui est objectif, ce que toi, tu peux objectiver sur le patient. Donc, par exemple, ça peut être la fièvre, tu peux objectiver la fièvre. Et du coup, voilà, donc tout ce qui est symptômes et signes, je le mets en vert. Tout ce qui est bilan, les bilans biologiques, bilans complémentaires, etc. Mais vous verrez au fur et à mesure. Mais je tiens à donner les codes couleurs à l'avance. C'est en jaune. Les informations clés aussi, c'est en jaune, mais ça peut être aussi dans une autre couleur. Tout ce qui est orange, je souligne en orange les diagnostics différentiels qui sont les plus... genre les gros diagnostics différentiels quoi. Et en violet, c'est tout ce qui est complications par rapport à la maladie, les effets indésirables que peuvent procurer certains médicaments pour traiter cette maladie ou encore les contre-indications. Donc tout ça, je le surligne en violet, vous le verrez. Et les traitements, je le surligne en rose. Je sais que mon cours a 8 pages. Je regarde quelles sont les parties de mon cours. Donc ce cours-là a 3 grandes parties pour bien comprendre. Conduite à tenir chez un enfant fébrile, prise en charge thérapeutique. J'apprends grande partie par grande partie. Là, je commence par... pour bien comprendre. Donc pour bien comprendre, il y a combien de parties? Donc pour bien comprendre, il y a physiopathologie, définition de la fièvre aiguë. Et voilà, en fait, pour bien comprendre, ça prend seulement 1 page. Donc je sais que première partie, c'est cette page-là. Je commence mon apprentissage où en fait, je lis paragraphe par paragraphe. Et en fait, il y a des informations qui ressortent, qui sont importantes. Les informations qui sont importantes, je surligne. Ensuite, la fièvre entraîne le déplacement vers le haut du point d'équilibre thermique. Ça aussi, c'est une information qui est importante. Savoir que fait vraiment la fièvre. Elle déplace vers le haut le point d'équilibre thermique. Donc, en fait, dans le premier chapitre, c'est les seules informations que j'ai surlignées. Après que j'ai terminé une grande partie, c'est pas systématique. Mais par exemple, je peux me dire, alors j'ai fait physiopathologie, qu'est-ce que je retiens de la partie physiopathologie?
Enfin, par exemple, dans cette partie, je verrais que en fait, l'homéothermie, c'est un équilibre entre la thermogénèse et la thermolyse, donc que ça soit prise de température ou perte de température, et que tout ça, en fait, c'est régulé par l'hypothalamus antérieur. Donc, je peux par exemple balancer que cette phrase dans ma restitution à l'oral. Donc quand j'apprends, la plupart du temps, je parle à haute voix pour utiliser plusieurs de mes sens, que ça soit le fait de parler, que ça soit le fait d'entendre, le fait d'articuler. Et des fois aussi, j'écris sur mon brouillon des mots-clés pour utiliser la mémoire kinesthésique, si je ne me trompe pas. J'alterne un peu, mais la plupart du temps, je parle et quand je suis vraiment trop fatiguée, j'en ai marre de parler, je ne parle plus, mais je parle à haute voix dans ma tête. Je ne sais pas si vous comprenez, genre je fais... Bref, voilà. En fait, je vous explique vraiment tout ce que je fais. Je sais que ça peut paraître... logique pour certains et inutile à dire pour d'autres, mais quitte à faire une vidéo sur comment je travaille, je préfère vraiment vous expliquer comment je travaille. Du coup, ensuite, j'ai fini la première partie, je passe à la deuxième partie. Donc cette deuxième partie, comme je l'ai vu, elle ne concerne que ça. Donc c'est la définition de la fièvre aiguë. La fièvre aiguë est le symptôme le plus fréquent chez l'enfant. Le chiffrage de la température corporelle est alors indispensable. Et je regarde aussi ce qui est en gras, parce que des fois il y a des trucs qui sont écrits en gras, et bien sûr c'est important déjà ce qui est en gras. La fièvre est dite aiguë lorsqu'elle évolue depuis moins de 5 jours chez le nourrisson et moins d'une semaine chez l'enfant plus âgé. Ça, je sais que c'est hyper important et on pourra me poser des questions sur ça, parce qu'il y a une différence entre le nourrisson. Un nourrisson, c'est un enfant âgé de moins de 2 ans. Et du coup, je sais qu'un enfant qui est âgé de moins de 2 ans, on dit qu'il a une fièvre aiguë quand elle est de moins de 5 jours. Tandis que pour plus de 2 ans, c'est une fièvre aiguë, c'est quand elle dure moins d'une semaine. Ça, forcément, à coup sûr, ça tombera dans un QCM. Donc voilà, je continue à lire et pareil, à la fin, je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai retenu de cette partie? Et les trucs que j'ai surlignés, je dois pouvoir les ressortir. Je ne surligne pas tout, comme vous avez pu le voir, car à mon sens tout n'est pas important, et ce qui est bien en plus dans ce collège, ils font des petits résumés de ce qui est important à savoir, et la plupart du temps je me rends compte que je surligne les trucs qui sont importants à savoir. Là je passe à une autre partie qui est conduite à tenir chez un enfant fébrile. En fait il y a 2 parties dans cette grande partie, c'est identifier les situations d'urgence et conduire le diagnostic étiologique. Donc ok, je passe à cette partie qui fait également une page. Donc je lis les informations, etc. En général, les tableaux, j'essaye au maximum de les apprendre car la plupart du temps c'est très important. J'essaye aussi des fois de trouver des mémos techniques pour pouvoir retenir les informations qui sont dans les tableaux. Donc par exemple, les critères de gravité chez un nourrisson ou un adulte fébrile. Donc moi j'ai mis un moyen mémotechnique qui est TED. Donc T pour l'identification du terrain, E pour l'étiologie et D pour les défaillances. Donc dans ma tête, quand je pense à quels sont les grands axes de signes de gravité chez un enfant, je dois penser aux défaillances vitales, je dois penser aux étiologies sévères et je dois penser au terrain à risque. Donc ensuite dans chaque partie, j'ai également fait, je fais pas ça pour tous les cours, mais j'ai fait ça pour ce cours-là car en fait ça revient régulièrement, donc je me suis dit autant faire un moyen mémotechnique pour le retenir, car je sais que j'aurai à l'utiliser dans d'autres cours, parce que fièvre aiguë c'est un item qui peut revenir, qui est assez récurrent. Du coup alors dans les signes de défaillance vitale, il y a neurologique, respiratoire, hémodynamique, et ensuite par exemple là il y a trouble de la conscience et trouble du comportement. Du coup j'avais trouvé un moyen mémotechnique qui était TCTC, donc soit c'est trouble de la conscience, trouble du comportement, et comme ils ont tous les deux TC. Pour la respiration, j'avais mis PSG, donc c'est PSSG pour polypnée, signe de lutte, SAO2 basse et gênement, donc G pour gênement. On peut les oublier, donc le but des moyens mémotechniques c'est de revenir, c'est de les revoir pour ne pas les oublier. Et c'est assez vulgaire, mais moi, mémotechnique pour retenir les étiologies sévères, c'était P de tasse. Enfin, P de tasse. Désolée pour... C'est pas très beau, mais quand j'ai pris l'initiale de chaque truc, c'est le seul mot que je pouvais faire avec et qui avait un sens. Donc, par exemple, pour le P, c'est purpura fébrile. Pour le E, c'est érythème diffus. Pour le D, c'est douleur à la mobilisation. Pour le T, c'est trouble hémodynamique. Et en fait, des fois, je me répète dans ma tête. Bon, alors, que veut dire le P de P de tasse, le E de
je vais pas le répéter à chaque fois, mais le E, le D, le T, le S, le A, bref, vous voyez. Et du coup, ça me permet de retenir des informations qui sont très importantes. Et voilà, donc là par exemple je passe à complications possibles, je surligne en violet. Donc là il y a principalement 3 complications qui est la fièvre fébrile, la déshydratation aiguë et le syndrome d'hyperthermie majeure. Et je ne saurais pas trop quoi vous dire par rapport à ça. Donc je fais ça pour ce cheminement, je le fais pour tout en fait. Donc par exemple là je suis arrivée à la phase des traitements. Donc les traitements je les surligne en rose. Par exemple là vous voyez que ça ce sont des effets secondaires et des contre-indications. Donc je le surligne en violet. Et en fait ce code couleur me permet de directement aller à l'information que je veux, c'est-à-dire que quand je revois mes cours et que je vais dans fièvre aiguë et que je cherche par exemple les traitements direct, je cherche le code couleur rose et je retombe directement sur les traitements principaux. Quand je cherche quelles sont les complications, les contre-indications, je regarde la couleur violette et je sais d'emblée que j'aurai par exemple là j'ai surligné un truc en violet par rapport au traitement. J'ai surligné toxicité hépatique et la dose de la toxicité hépatique qu'il ne faut pas dépasser par jour. Donc en gros, l'information, c'est quand tu prescris du paracétamol à un enfant, tu ne dois pas dépasser la dose de 150 mg par kilo par jour de paracétamol, sinon tu risques une toxicité hépatique. Donc en gros, c'est principalement les informations comme ça que je vais surligner. Voilà, j'ai terminé pour la première partie. J'espère que vous avez compris comment je procède. Franchement, ce que je fais n'est vraiment pas compliqué. Pour les post-it, c'est vrai que je ne vous ai pas parlé des post-it, mais c'est parce qu'en fait, dans ce cours-là, je n'ai pas senti la nécessité d'en mettre. Mais dans certains cours, je sais pas où je peux trouver des post-it. Voilà, dans certains cours, pendant que je lis, je peux avoir à faire des recherches sur internet et du coup il peut m'arriver de mettre soit des définitions ou des informations complémentaires et de les mettre à la fin ou de les mettre directement à côté de l'information. Et je pense que c'est tout. Donc vous verrez que en fait ce que je vous ai expliqué, c'est pas compliqué, c'est beaucoup de bon sens. Mais bon, vous vouliez que je vous explique comment je traite mes cours, donc voilà. Mais en tout cas, je sais qu'il y a une espèce de mythe comme quoi que tu saignes les stabilos et tu surlignes tout. Par exemple, vous verrez que là, il y a très peu d'informations surlignées. Donc après, en fait, le truc c'est que j'avais vu une vidéo où en fait on t'expliquait comment il fallait que tu t'empêches de trop surligner. Et il y avait l'un des trucs, la personne avait dit, si par exemple dans tout le paragraphe que tu lisais, tu ne devais surligner que 3 mots ou que 3 phrases, ce serait lesquels? Et en fait, quand tu te poses cette question, quand tu sais que tu as une limite de trucs à surligner, se demande, mais en fait, qu'est-ce que je ne peux pas m'empêcher de surligner? Quels sont les 3 trucs que je ne peux pas m'empêcher de surligner? C'est pour t'éviter de trop surligner. Et je trouve que c'est super important de ne pas tout surligner parce que sinon après tu te perds, sinon ça sert à rien à mon sens, sinon après ça ne sert à rien de surligner puisque tu te perds dans tout ton surlignage. Donc voilà, pour la première partie c'est terminé. Je vais filmer tout de suite ce que je fais durant les autres parties et je vais vous poster ça après, d'accord, pour que vous n'ayez pas trop d'informations d'un coup. J'espère que ma vidéo vous aura servi. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur ma méthode, sur la vôtre aussi, à me dire comment vous faites, si vous surlignez absolument tout, si vous ne surlignez rien. Je sais qu'il y a une fille qui ne surligne absolument pas ses bouquins parce qu'en fait ça la perturbe de voir des trucs surlignés, donc why not? Est-ce que vous faites des fiches? Donc je vous ai pas parlé de fiches parce qu'en fait je n'en fais pas. J'ai mon brouillon et en fait voilà, je me sers principalement que de mon brouillon et de toute façon vous verrez ce que je fais pour les autres. Allez, je vous souhaite de passer une bonne journée. Bye. God's plan. I hold back sometimes I won't. Yeah. I feel good sometimes I don't.